C'est ça qui est fort. Et je pense que ça, c'est la force de Saint-Cyr. C'est cette école, de manière un peu immatérielle, les regroupe, quelles que soient les années. Et donc, le type, quand il met les pieds à Saint-Cyr, parce qu'il y a la tradition. S'il n'y avait pas la tradition, tout ça ne se retrouverait pas. On fait les mêmes choses depuis X années. Et ça modèle la personne, ça ne la transforme pas, c'est la modèle dans le bon sens. Et c'est la modèle dans le sens en particulier d'une cohésion de promotion. Et c'est indispensable. On pourrait se dire, tiens, une cohésion de promo, c'est juste bien de temps en école. Là, la personne qui pense ça se plante complètement. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple ou encore Google Podcast, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles pour aider à la faire connaître. Et si vous souhaitez soutenir notre média indépendant, vous pouvez également rejoindre notre espace premium sur défense-zone.com et mettre ainsi la main sur du contenu inédit ainsi que nos magazines papier. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Camille, bienvenue dans le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred, merci de m'accueillir. Alors, je vais me présenter sous l'angle de notre approche aujourd'hui, à savoir Saint-Cyr, mais je vais te dérouler en quelques étapes ma petite carrière professionnelle. Donc, je suis lyonnais, je suis marié, père de 5 enfants. Je suis originaire de famille dauphinoise, donc voilà, j'ai évolué entre Lyon et les montagnes. Je me suis lancé dans la préparation de Saint-Cyr au lycée militaire de Saint-Cyr après le bac, donc où je suis littéraire, bac littéraire latin et grec, et j'ai fait donc Hippocane au lycée militaire de Saint-Cyr, visant donc. Pourquoi j'en parle ? Parce que ma décision a été prise en terminale de présenter le concours de Saint-Cyr, en espérant l'avoir, en espérant devenir officier, si possible par Saint-Cyr. Et donc j'ai réussi la seconde fois, puisque j'ai raté la première fois, j'ai cubé. Et ensuite, je suis parti sur 3 années à Saint-Cyr. J'ai choisi l'infanterie. J'ai déroulé une carrière, ma première partie de carrière est une carrière d'officier, où c'était 19 ans sous l'uniforme. Je suis parti comme lieutenant-colonel à 39 ans. Et en gros, ma carrière militaire a évolué entre des postes opérationnels en régiment, mais également instructeur en école par 2 fois. Et j'ai terminé comme aide de camp du ministre de la Défense, qui était Hervé Morin. Je suis parti plusieurs fois en opération extérieure. J'ai servi au 1er régiment d'infanterie comme chef d'équipe de recherche humaine et au 126e régiment d'infanterie à la tête d'une compagnie de combat. Voilà, je suis parti sur plusieurs théâtres. Après, donc, je suis devenu haut fonctionnaire en passant un concours donc, qui m'a amené à une formation à l'ENA pour devenir administrateur civil. Aujourd'hui, administrateur de l'État. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul corps de hauts fonctionnaires, enfin un corps qui regroupe plusieurs anciens corps, dont le corps des conseillers des affaires étrangères, donc il n'y a plus de corps diplomatique, il n'y a plus de corps préfectoral, voilà, plus qu'un seul corps des administrateurs de l'État. Et j'ai tenu donc plusieurs postes, maintenant ça fait 16 ans, et je totalise donc 34 années au service de l'État, 31 années au sein du ministère des Armées, donc globalement c'est ma maison. Soit comme officier, soit comme fonctionnaire, et puis 3 années qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai énormément apprécié au sein du ministère de l'Intérieur comme sous-préfet d'arrondissement. Aujourd'hui, je suis sous-directeur de l'intelligence économique à la DGA, et dans le champ des activités saint-cyriennes et de mon attachement à cette école, puisque je pense que nous reviendrons un peu dessus, j'ai 3 casquettes qui m'attachent fortement à cette école. Je suis vice-président de la Saint-Cyrienne, donc de l'association des anciens Saint-Cyriens. Je suis secrétaire de ma promotion de Saint-Cyr, président de l'association de notre promotion.
Et puis, je suis également délégué territorial de la Saint-Cyrienne pour l'arrondissement de Versailles, qui en fait est la deuxième communauté après celle de Paris. L'arrondissement de Versailles compte quelques 650 Saint-Cyriens. Voilà mon attachement en propos initial à Saint-Cyr. Effectivement, on va reparler un peu de Saint-Cyr, on va parler de ton parcours à Saint-Cyr, mais avant ça, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a amené en quelques mots à choisir cette école? Qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser les portes justement de cette école-là? Alors peut-être à la différence de beaucoup de mes camarades, je n'avais pas de père dans l'armée, de père officier. Alors aujourd'hui, c'est plutôt commun qu'il n'y en ait pas tellement qui soit fils d'officier, encore moins de Saint-Cyrien. Mais à mon époque, à la louche, je pense qu'une promotion comptait 50% de fils d'officiers, voire je pourrais dire presque 50% de fils de Saint-Cyrien. Donc c'était assez important, des gens qui étaient déjà acculturés. Et je m'en suis aperçu quand je suis arrivé au lycée militaire de Saint-Cyr, que les gens avaient les codes. Alors moi, j'y étais pas complètement étranger parce que mon grand-père avait préparé Saint-Cyr, mais il avait préparé Saint-Cyr en lycée à Alger, et c'est au moment où s'est déclaré la guerre en 39, et donc il s'est embarqué. C'était toute l'aventure, ça a bousculé beaucoup de vies globalement en France, et entre autres la sienne, puisqu'il est parti comme chef de section au sein du 2e régiment de tirailleurs algérien, et derrière, voilà, il n'a pas représenté Saint-Cyr. Donc moi, j'étais quand même un peu baigné dedans depuis ma plus tendre enfance, mais je pensais pas véritablement en faire ma carrière. Je me suis décidé en fait en terminale. Mon approche première, je le redis, moi j'étais plutôt un premier de classe, pétri de culture littéraire, des langues anciennes, du grec, du latin. Ça m'a amené au concours général de français, de grec ancien. Donc j'aimais énormément ça. Et donc je dis ça parce que j'avais un oncle qui était un peu une sorte de figure emblématique qui me faisait un peu rêver, qui a terminé comme académicien et qui était archéologue, qui a fait l'école française de Rome, qui était archéologue, qui a été le dernier directeur sous l'UNESCO des fouilles de Carthage, qui a défriché Tipaza en Algérie. Voilà, tout ça, ça me faisait rêver parce que il avait une allure incroyable. C'était un dandy. Ça me faisait rêver. Tout en étant pétri, il parlait le latin comme moi, je ne parle pas l'anglais. Enfin, c'était incroyable. Je m'étais dit, voilà, ça c'est un beau métier. Ça me faisait rêver. C'est vivant. Il y a une patte vivante et puis en même temps, je retrouvais tous mes codes. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, il faut que je fasse l'école des chartes. Et puis en terminale, ça m'a un peu bousculé. Donc je me suis dit, est-ce que finalement, ce sera vraiment fait pour moi? Parce que si jamais je ne réussis pas à faire ça, en fait, c'était un cas parmi tant d'autres. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pas devenir un rat de bibliothèque au milieu de la poussière? Et donc, ça m'a un peu angoissé. Parce que je me suis dit, mais finalement, tu te trompes peut-être, tu n'arriveras pas à atteindre ce modèle. Et donc, quand je me suis posé la question de ce qu'on pouvait faire avec un bac A, parce qu'à l'époque c'était ça, un bac A1, donc on y mettait une petite pincée de maths, j'ai cherché, j'ai regardé, et j'ai vu Saint-Cyr, et je suis allé au CIRPA, les ex-CIRFA de l'époque, au CIRAT, pardon, son instruction d'information et de recrutement de l'armée de terre, c'était ça, au CIRAT à Lyon, place Carnot. Et je suis allé chercher mon flyer. Et puis j'ai lu, et puis j'ai vu que je pouvais, en étant littéraire, présenter Saint-Cyr. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, si t'es sportif, j'étais très sportif à l'époque, t'es assez dynamique, je pense que ça t'ira mieux. Donc voilà comment je suis rentré. Okay. C'est militaire. Super. Te connaissant, je pensais que tu m'aurais parlé du costume, tu vois. J'aurais pensé que c'était la tenue du Saint-Cyrien qui t'avait fait... Ça m'a fait tenir. Ça m'a fait tenir pour intégrer. Non, mais comme tout le monde. D'ailleurs, c'est assez amusant. Parce que, on se connaît un petit peu. On sait que je suis assez attaché au sujet d'élégance. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, évidemment, sur les uniformes. D'ailleurs, c'est assez étonnant. J'ai déjà écrit un article là-dessus, mais l'uniforme devrait, en fait, laisser à penser que, finalement, tout le monde disparaît derrière cette tenue unique, d'où l'uniforme.
Et en même temps, on s'aperçoit que c'est par les uniformes du vestiaire militaire que finalement on en a ressorti, qu'il y a eu des copies de créateurs un peu partout et que finalement, paradoxalement, on a ressorti des pièces assez incroyables de ces uniformes qui normalement sont destinés à niveler. Bref. Pas de la grande philosophie, mais ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, oui. Mais tout le monde est attaché, je dis ça parce que tout le monde est attaché, même les moins coquets. C'est assez amusant ça aussi d'ailleurs. Même les moins coquets, tout le monde est attaché à son grand uniforme, à son casoar. Donc c'est très amusant. Les types te disent, moi je m'en fous de ces histoires-là. Et même le plus guerrier te dira, bah moi mon grand uniforme, il est dans un coin de mon salon. Bon, bref. Ah, c'est marrant. Bah, justement, pour revenir un peu sur Saint-Cyr, et donc l'uniforme en fait partie, mais il y a aussi il y a plein de choses quand on passe en Saint-Cyr. On pense même, il y a même une expression qui est, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, qui dit beaucoup de choses sur Saint-Cyr, qui est assez unique, prestigieuse, très reconnue dans le monde entier. Ça dépasse les frontières. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ça veut dire, c'est quoi Saint-Cyr pour toi? Alors, Saint-Cyr, je pense que ça dépasse évidemment le simple nom d'une école parmi d'autres. Évidemment, c'est totalement subjectif ce que je dis puisque c'est un Saint-Cyrien qui te parle, donc c'est complètement subjectif. Mais on ose espérer que tout le monde portant un regard sur ce qu'il a vécu, sa carrière, son école, a un regard subjectif. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr. Bon, tu as bien fait de citer cette phrase que j'aime bien parce que c'est un beau clin d'œil. J'y tiens et j'y tiens d'autant plus qu'elle est souvent biaisée. Donc, j'aime bien le redire. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette expression. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr. Des gens de manière un peu improbable. On se dit ça a été complètement oublié, mais on entend parfois, il faut pas être sorti de Polytechnique, il faut pas être sorti de l'ENA, il faut pas être sorti de Centrale. En fait, c'est un peu suivant les cultures des familles. Mais là aussi, alors je sais pas que je cherche en permanence des paradoxes, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans des familles où effectivement il y a peut-être une petite lignée polytechnicienne, centralienne, des mines, etc. En fait, on a laissé partir une autre phrase, celle que je citais à l'instant, et c'est bien souvent dans des couches sociales où on n'est peut-être pas habitué à ces grandes écoles, que j'ai entendu très souvent me ressortir cette phrase. Chez ma grand-mère disait, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, etc. Donc c'est assez étonnant. Donc cette phrase perdure et évidemment, elle signifie simplement, je fais pas du tout je donne pas du tout de positionnement de comparaison entre les écoles, mais ce qui est assez éclairant, c'est que ça signifiait du temps où on l'entendait, du temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'est qu'à l'époque, Saint-Cyr avait un tel prestige qu'effectivement, on disait, cette chose est simple à comprendre, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, sous-entendu, être à Saint-Cyr, c'est incroyable, il faut être intelligent, c'est intouchable, voilà. Donc, c'est assez intéressant d'entendre ça parce que ça nous rappelle que cette école, effectivement, bénéficiait, comme tu le dis, donc j'insiste pas tellement, mais d'un réel prestige et d'un prestige qui était un prestige académique. Voilà. Maintenant, Saint-Cyr, on a tous des approches peut-être un peu différentes, tous les Saint-Cyriens, et c'est souvent amusant quand on en parle entre nous, et puis je sais pas ce qu'on voit vis-à-vis de l'extérieur. Mais pour moi, après quelques années, j'en viens à me dire que la meilleure définition de Saint-Cyr, c'est pas étonnant qu'elle ait été donnée, c'est cette phrase qui dit Saint-Cyr est l'école par excellence de la jeunesse, où l'on entre sans calcul d'intérêt ni d'ambition, parce qu'on a soif de grand air et d'aventure, je crois, parce qu'on a soif de grand air et de mouvement, qu'on a le goût de l'aventure et l'envie de se donner à la grandeur de la patrie. Je trouve ça. Puis après, il est question dans ce paragraphe de camaraderie ou qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Cette phrase, qui est citée régulièrement par les Saint-Cyriens, parce qu'elle dit vraiment la réalité de cette école. C'est par excellence, je ne sais pas vis-à-vis des autres, mais je le pense profondément. Je pense que c'est l'école par excellence de la jeunesse, de la gratuité, d'où le fait de rentrer sans calcul d'intérêt d'ambition. Et cette phrase, elle est très, très, très révélatrice de ce que ça représente, en tout cas pour moi. C'est l'école de la gratuité, du don de soi, de la camaraderie, et c'est évoqué de la camaraderie de la jeunesse.
Voilà. Et ça, et en fait, le fait de le dire, bien sûr qu'on le retrouve à 20 ans, quand on y est. Bon, ça, c'est une réalité. Tu vas avoir une promotion de Saint-Cyrien. Ok, on peut dire dans toutes les écoles. Je sais pas. Moi, j'ai des enfants qui ont été à droite à gauche. Je connais des enfants d'amis. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes cohésions, la même approche de la jeunesse et de la gratuité dans ce qu'ils envisagent par la suite. Et surtout, bah moi je le vois pour ma promotion, étant le secrétaire de cette promotion, organisant des réunions promo, des apéros, des machins, ça fait près de 35 ans que ça dure. Et ça a commencé en lycée militaire. Et ben on se retrouve comme des jeunes et évidemment et je terminerai par là, ce qui rend ce qui donne un champ de gratuité encore plus marqué, c'est juste mécanique, c'est qu'en fait ça déploie des carrières dans l'armée. Donc évidemment on parle pour Saint-Cyr, pour Naval, pour l'armée de l'air, mais je parle en particulier de Saint-Cyr. C'est que derrière, tu n'entres pas dans le business. Donc, c'est même pas une question de dire on est mieux, on est moins bien, etc. C'est qu'une carrière globalement d'officier. Après, on a tous des carrières différentes. Mais globalement, tu rentres pour une carrière où tu ne vas pas développer du business, tu vas pas être chef d'entreprise. Donc, tu ne te dis pas que tu rentres dans une mécanique où, tiens, ce serait bien que tu aies une connexion avec tel bonhomme de ta promo, etc. pour t'aider. Bah non. En fait, quand tu revois le type, tu as été géré par une DRH d'armée, tu as été à tel poste, donc tu parles de ton métier. Et derrière, tu n'as pas ce champ de l'approche un peu peut-être pécuniaire qu'on peut retrouver dans d'autres associations d'anciens élèves. Voilà. Donc, en fait, la jeunesse, la gratuité, le fait d'être là sans calcul d'ambition ni d'intérêt, même si, on va dire, il y a la carrière, etc. Mais on le retrouve véritablement chez nous tout au long d'une carrière. Ouais, en gros, si on devait décomposer un peu la chose, on se rend compte que l'aspect militaire renforce la cohésion. Tu as l'esprit de corps, le fait de faire des activités en extérieur. Tu vois, le stage en Guyane, je pense que ça doit quand même bien resserrer les liens. Le fait qu'il n'y ait pas cette nécessité de réseau comme dans une école une école de commerce, on va dire. Ouais. Ça enlève cet esprit-là. Et le fait que tu aies une carrière longue aussi, quelque part. D'ailleurs, c'est la prochaine question que j'ai posée d'ailleurs à tes camarades de promo. Et c'était intéressant d'avoir la réponse qu'on retrouve dans d'autres podcasts et dans le livre justement qui sort là bientôt. Quand tu as 20 ans, que tu débarques dans cet univers-là qui est très riche et d'un historique très long, ça remonte à Napoléon, et en plus vous êtes très dans le cérémonial, on va en parler, dans la tradition, etc. Et on te dit clairement, tu signes en bas de la page et t'en prends pour 20 ans, quoi, quelque part, voire 30 ans, voire peut-être même plus. Comment tu fais quand tu es un gamin de 20 ans, et peut-être même aussi dans la génération d'aujourd'hui, que tu as tes enfants qui sont à ta place aujourd'hui, comment tu fais pour prendre un peu ces responsabilités-là, comment tu le perçois? Parce qu'il y a eu beaucoup de sons de cloche différents dans ta promotion, certains qui l'avaient perçu, d'autres un peu moins. Toi, tu l'avais vécu comment ça? Bah, pour nous, c'est incroyable. Enfin, pour nous, tu vois, c'est pas bien parce que je parle pour la collectivité. Pour moi, ça a été incroyable de signer. D'ailleurs, j'ai dû sûrement signer un truc. Je sais même pas que j'ai signé un truc. En fait, tu vois, d'ailleurs, c'est un peu ça notre problème aussi, parce que ça se ressent par la suite. Ça, c'est que tu t'aperçois que tu te sens voir, tu cultives le fait d'être loin de la paperasserie, tu sais même plus si tu as eu un contrat à un moment, et puis il y a un côté un peu petit snobisme à dire. Puis je sais rien, et puis je sais pas, mais à la fin on sait vraiment pas. Moi, tu vois, je sais pas si j'ai signé quelque chose. En tout cas, pour moi, j'entrais. C'est d'autant plus amusant que je te le dis, alors que, comme tu le sais, moi, ça fait 16 ans que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quitté. Donc, depuis 16 ans, je ne suis plus militaire. Alors, je suis toujours ministère des Armées, mais comme fonctionnaire, je suis plus militaire. Pour moi, mais jamais j'aurais imaginé que je quitterais un jour. Pour moi, c'était une entrée à la vie et la mort, quoi. Et donc, c'était un vrai bonheur de me dire, ça y est, j'entre dans la carrière. Et puis, bah, j'espère que j'y resterai le plus longtemps possible, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est assez intéressant peut-être à noter,
Et je pense qu'on était tous comme ça. Encore une fois, je voudrais pas parler pour les autres, mais à force de se côtoyer, moi, je connais tellement bien ma promo que je pourrais presque devrais rire si quand ils m'entendront, mais ils riront, mais je pourrais presque entrer dans le cerveau de chacun. En fait, on était, on regardait le mur d'après. C'est-à-dire, on était tout content d'être là, en se disant déjà, on fait nos 3 années à Saint-Cyr, c'est génial. On aurait voulu qu'elle dure, même si au bout d'un moment, on se dit, bon, tiens, il est quand même temps de sortir. Mais entrer à Saint-Cyr, rien que d'être dans l'école, c'était juste incroyable. Tu vois, l'école est un peu une fin en soi. Là aussi, c'est pas, je veux surtout pas critiquer toutes des écoles dans lesquelles je suis pas allé, mais est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui rentre dans une école de commerce ou une école d'ingénieur se dit, voilà, le Graal, il se dit, c'est d'être passé par là, d'avoir ce diplôme. Mais est-ce que c'est sensationnel? Nous, le fait d'être à Saint-Cyr, c'était incroyable parce que tout ce qu'on nous racontait, tout ce qui allait s'y passer, le stage commando, le stage en Guyane, le brevet para, les traditions, tout le bahutage, il y a un paquet complet. Saint-Cyr en soi, on veut goûter chaque seconde. Donc déjà, on se dit, ah, on espère avoir quand même l'arme, parce que c'est important, l'arme pour laquelle on a ce qu'on appelle en lycée militaire une fanature. Donc moi, je rêvais de l'infanterie. La chance, j'ai pu l'avoir. Enfin, j'espère que c'était pas que de la chance, mais en tout cas, donc j'ai pu avoir ce que je voulais depuis le début. Et puis, quand on sort, enfin moi, je n'en rêvais qu'une chose, c'était d'être lieutenant, mais même capitaine. Pour moi, c'était, enfin, non seulement je savais pas ce qui allait s'y passer, et ça ne m'intéressait pas, sincèrement. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était être lieutenant, une section de 30 bonhommes. Bon, pour le coup, j'ai été chef d'équipe de recherche, donc avec 5 bonhommes, c'est un peu plus ramassé, mais on voit pas plus loin. Et puis, ça y est, quand on est en 3e année de lieutenant, on se dit, bon, bah allez, il faudra un jour être capitaine, et puis là, on prend son pied quand on est capitaine, mais on avance par étapes comme ça. C'est un peu plus loin que, après, on se projette quand on commence à être un peu en état-major, puis on commence à profiler pour la suite, on se dit, tiens, bah, il y a d'autres postes. Donc, c'est simplement pour dire que quand on entre à 20 ans, des petites étapes, et on voit pas. Moi, je ne voyais pas autre chose. Ouais, tu te projetais pas plus Non. que ça sur. Ouais. Non. Tes fils qui sont passés du coup par Saint-Cyr, alors, il y en a un qui est passé par le MIA, Oui. L'autre qui est passé par Qui est à Saint-Cyr. qui est à Saint-Cyr. Euh, Et une autre qui est à l'école, l'Académie militaire de gendarmerie. Ouais. Comment tu perçois, enfin, quel regard tu portes sur eux quand ils te racontent leur vie à Saint-Cyr aujourd'hui? Est-ce que tu vois des parallèles? Est-ce que tu vois au contraire des choses vraiment radicalement différentes? Est-ce que tu penses que Saint-Cyr a changé? Oui, ça sert à changer, c'est certain. Ça sert à changer, mais le squelette, la colonne vertébrale du Saint-Cyrien est toujours la même. Et je m'en aperçois, je m'en aperçois par mon fils qui est à Saint-Cyr et qui en plus est père système de la promo, c'est-à-dire qui préside un peu la destinée de la promo. Enfin voilà, c'est un peu la figure tutélaire d'une promo, un père système. Donc j'échange souvent avec lui sur ces sujets-là. Mais en plus, bon, moi j'ai été élève, je suis retourné comme cadre. Donc déjà, ça m'a donné, bon, c'est quelques années après, mais malgré tout, tu retournes comme cadre, donc tu observes, tu vois les évolutions. Et puis, quand mon fils, alors c'était quelques années avant l'autre, mais qui était à l'école militaire à Terram, ça m'a fait aussi retourner à Couette. On a toujours des jonctions, donc ça fait quelques petits moments. Puis, en étant vice-président de la Saint-Cyrienne, tu imagines bien que je suis un peu tout ça. Voilà. Donc, l'évolution, je pense l'avoir assez bien suivie et vue. La différence majeure, je dirais, c'est qu'en fait, au contraire de ce que je te disais tout à l'heure, et c'est peut-être une bonne chose, eux, non pas se projettent peut-être, si tu veux, en verticalité pour voir ce qu'ils seront peut-être dans 20, 30 ans. En revanche, ils sont capables de dire sur du court moyen terme, peut-être que je ne serai plus dans l'armée. Je vais prendre le meilleur. Ils sont aussi fanats que nous. Ça n'a rien échangé. Mais
ils ont vu des exemples et donc ils se disent si ça ne m'intéresse plus, ils sont capables de dire je partirai la tête. Chez nous, dire je partirai la tête, c'est pas que ça nous ait peur, c'est que c'était dans la tête de personne. C'était quelque chose qui était on entendait parler d'anciens qui peut-être étaient partis mais on comprenait pas trop ce qui s'était passé. Donc voilà, la vraie différence elle est là. Il y en a beaucoup qui élisent des types super, des premiers de pro, des derniers, des peu importe, des gens bien et qui disent moi je serai peut-être plus là. Et on verra dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà. Je trouve ça bien, ils ont cette liberté. En revanche, ils ont un allant qui est celui qu'on connaissait pour notre promo. Et on le salue d'autant plus qu'ils maintiennent une cohésion comme nous, alors que nous, c'était un petit peu plus linéaire. Donc finalement, quelque part, ce que je te décris un peu, c'est qu'on pensait un peu tous de la même manière. Évidemment, avec nos nuances personnelles, alors qu'eux, ils sont assez différents d'approche. Ils sont, comme je te l'ai dit aussi tout à l'heure, de milieux plus différents que nous. Et ils se retrouvent, et quand on les voit entre eux, c'est ça qui est fort. Et je pense que ça, c'est la force de Saint-Cyr. C'est cette école, de manière un peu immatérielle, les regroupe, quelles que soient les années. Et donc, le type, quand il met les pieds à Saint-Cyr, parce qu'il y a la tradition. S'il n'y avait pas la tradition, tout ça ne se retrouverait pas. On fait les mêmes choses depuis X années. Et ça modèle la personne, ça ne la transforme pas, c'est la modèle dans le bon sens. Et c'est la modèle dans le sens en particulier d'une cohésion de promotion. Et c'est indispensable. On pourrait dire, tiens, une cohésion de promo, c'est juste bien de temps en école. Là, la personne qui pense ça se plante complètement. Si nous, on arrive à avoir un modèle, je pense, dans l'armée de terre qui fonctionne bien. Alors, encore une fois, il n'y a pas que... on me demande de parler de Saint-Cyr parce que c'était mon école, mais ça peut l'être pour des tas d'autres corps. Mais la cohésion, elle existe à l'EMIA, elle existe pour Saint-Cyr, elle existe globalement dans l'armée de terre. Et en fait, ces modèles qui amènent les gens à se connaître. Moi, quand je suis à Ballard, évidemment, ça fait 31 ans que j'y suis. 60 fois par jour dans les couloirs, je vois un colonel, un général que j'ai connu à un moment sur un théâtre d'opération, dans un régiment que j'ai croisé. On se connaît, même si tout d'un coup, à la limite, celui que je connais le moins, je vais avoir un sourire parce que je le sais, puis l'autre, je vais l'embrasser parce que je le connais très bien, voilà. Et ça compte. Et ça, c'est en école que ça démarre. Alors justement, parlons un peu de cet esprit de promotion. Pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Cyr, qui n'ont pas le vocabulaire, parce que je sais qu'il y a un vocabulaire à part, dans le livre Le choix de l'engagement, il y a carrément un glossaire, ou en tout cas tu reviens, enfin vous revenez sur les différents termes. On parle de vorace pour le mec qui revient, le Pékin, toutes ces... c'est l'encadrant. Ouais. Tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne concrètement une promotion? Le jeune qui débarque concrètement, tu parlais de pair système, comment ça se structure? Alors, ce qui facilite la compréhension de ces codes, parce que c'est toute une série de codes, mais encore une fois, il ne faut pas le voir. J'aime bien le dire, l'expliquer. Faut pas le voir comme une forme de coterie occulte où finalement on aurait des difficultés à entrer. Première chose, il n'y a pas de discrimination, dans le sens où tous ceux qui entrent à Saint-Cyr ont vocation à être dans une promotion, mais ça c'est extrêmement important de le comprendre, et à ce qu'on embarque tout le monde du premier au dernier. Quand je dis du premier au dernier, que ce soit histoire de classement, mais surtout du plus étranger ou du plus proche de l'institution qu'il connaît très bien par sa famille, etc. Tout le monde doit sortir d'un même bloc. Et tout est fait pour que le mieux sachant tire et fasse comprendre celui qui est assez éloigné. Et là, il y a un rôle qui incombe à ceux qui viennent de lycée militaire. Donc, c'était mon cas. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a 4 lycées militaires dépendants de l'armée de terre, Saint-Cyr-l'École, La Flèche, Aix, Autun. Il y en a un qui dépend de la Marine nationale, c'est le lycée naval, et il y en a un de l'armée de l'air, l'école des pupilles de la nation à Grenoble. En fait, ceux qui viennent, et en particulier des 4 lycées militaires, ceux qui viennent de ces lycées militaires pour Saint-Cyr, en fait, ont eu accès à une compréhension des codes parce qu'il y a des traditions intelligentes qui existent dans ces lycées militaires, et ceux qui porteraient un regard un peu décalé, surtout sur ceux qui les ont vécus, c'est un petit peu, souvent c'est un peu moche, parce que voilà, les gens qui peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais quand ils y étaient, nous on les a connus comme anciens, certains, et ils nous ont appris des choses, ils étaient présents, donc tout ça c'est des figures où
en lycée militaire, on apprend énormément de choses. On apprend des textes qui existent. On apprend par exemple les traditions, les promos de Saint-Cyr dans l'ordre. Rien d'idiot, des choses qui servent vraiment. On apprend des textes parce que ça nous nourrit. On nous explique ce que c'est. On apprend l'importance du casoir, du grand uniforme, un peu dans l'imagerie, voilà. Et tous les termes dont tu parlais. Tout ça, c'est égrené en lycée militaire. C'est important parce que c'est totalement ouvert vers, évidemment, à ceux qui ne viennent pas de lycée militaire, le concours, et c'est très bien, parce que c'est ce qui fait la richesse des promotions de Saint-Cyr. Mais je pense que ceux qui sont extérieurs, ils le diraient, ou certains l'ont peut-être dit dans les podcasts, ils se sont évidemment énormément appuyés sur et nourris des propos et des histoires au coin du feu pendant les 2-3 premiers mois à Saint-Cyr de tiens, toi tu viens de Saint-Cyr l'école, raconte-moi un peu ce qui se passe, etc. Donc en fait, ces gens-là, on les a guidés et en l'espace de 2-3 mois, ils étaient alignés comme nous, ils connaissaient tout. Plus, il y a ce qu'on appelle le bahutage. Alors le bahutage, c'est donc on a connu en lycée militaire déjà, ceux qui étaient en lycée militaire, le bizutage. On va simplifier, qui est une forme d'acculturation à certains codes et une certaine compréhension de ce qu'est Saint-Cyr. Et le bahutage, c'est véritablement des traditions installées, très contrôlées à la fois par le dispositif des élèves en place qu'on appelle le grand carré, donc avec celui qui dirige, comme je te l'ai dit, le père système, qui est entouré d'un colonel des gardes qui a la responsabilité des traditions, d'un commandant des gardes qui lui est plus tourné vers l'événementiel, l'extérieur, qui va organiser par exemple le grand gala, le petit gala, voilà, d'un trésorier, d'un secrétaire, qui lui prendra la suite pour guider la promo une fois qu'elle sera sortie. Et puis aujourd'hui, ils ont rajouté, je crois, un scribe. Non, pas le scribe c'est l'actuel nom du secrétaire, d'un adjudant du carré qui fait un peu la log. Voilà, si je te donne ce qui est exact, l'adjudant n'existait pas. Adjudant des gardes. De sous-officier adjoint d'un lieutenant. Un peu, ils ont rajouté effectivement cette fonction-là qui permet d'assurer un peu la logistique basse. C'est très bien. Donc, en fait, ce bloc a la responsabilité de la promo. Et à Saint-Cyr, il a des responsabilités énormes vis-à-vis du commandement. C'est-à-dire qu'il dialogue avec le commandant de bataillon en direct, père système, il est en permanence avec le commandant de bataillon, pour organiser en particulier, je te parlais du bahutage, mais les séances de tradition, ça aussi, beaucoup racontent des âneries, beaucoup de journalistes qui connaissent pas, c'est pas grave, mais enfin, avant d'écrire ou de dire des choses, il faut connaître, il faut se renseigner. Les portes sont ouvertes à Saint-Cyr, hein, voilà. Et donc, je vais évidemment surtout pas parler à la place du commandement, mais je le dis comme vice-président de la Saint-Cyrienne, c'est important qu'on puisse expliquer ces choses-là. Donc, c'est très ouvert. Et chaque séance de bahutage, il y en a X en l'espace de 2-3 mois. Ça se passe la première année maintenant, de notre temps, ça se passait la deuxième année, donc dès la première année quand ils entrent. Et ça, c'est bien parce que ça les fait rentrer dans la famille saint-cyrienne tout de suite. Chaque séance a un objectif très précis d'entrer dans la famille, d'acculturation aux parrains, de promotion, de connaissance des codes, etc. Voilà, évidemment, tu comprends bien que je peux pas te raconter le détail. Il faut discuter avec des élèves, parce qu'ils peuvent lâcher des petits boosts assez intéressants. Je le redis, en aucune manière, mais ça on le sait bien, tout ce que les gens n'arrivent pas à savoir alimente les fantasmes, et il y a ceux qui qui ont une approche positive et qui disent c'est bien, c'est parce qu'on voit que ça forme des bons gamins. Donc moi j'ose le dire, ça forme des bons officiers, etc. Puis il y a celui qui va dire oulala, c'est occulte, il doit se passer des choses. Bon, je suis désolé, je vais les décevoir, mais non, il se passe pas de choses incroyables. C'est des séquences, et surtout, je le redis, elles sont encadrées, elles sont préparées par les élèves, totalement pilotées par les élèves, mais elles sont encadrées, c'est-à-dire que le commandement peut dire non, vous ne ferez pas ça. Ça peut arriver, mais parce que tout d'un coup, on envisage un truc qui pourrait présenter chaque risque est évalué, mais le commandement évalue chaque séance. Donc, voilà.
Ça, c'est les traditions de Saint-Cyr. Et ce qui est important, c'est que en fait, une fois que les codes sont acquis, une fois que on est rentré, qu'on a reçu son casoar, parce que c'est un peu l'acmé, donc on en rêve depuis qu'on est tout petit. Quand j'ai tout petit, il y en a, ils en rêvent depuis et qui sont effectivement tout petits. Moi, j'en rêvais depuis que j'étais en lycée militaire, parce qu'on t'apprend à rêver de ce casoar. C'est un peu idiot, parce que bon, c'est superbe tenue et c'est emblématique pour nous. Soit voilà, c'est un couvre-chef, mais qui représente beaucoup. Donc quand on l'a reçu, c'est la fin du bahutage. On entre dans la famille saint-cyrienne et après ça s'entretient. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui l'aurait et puis qui derrière aurait plus une forme d'attitude, de savoir-être qui correspondrait un petit peu à tout ce qu'on lui a appris, c'est sa vie. Mais celui qui va être heurté le premier, c'est lui, parce que finalement, il va quitter petit à petit il va quitter cette famille saint-cyrienne, et certains y reviennent. Et c'est vrai qu'au final, on s'en aperçoit quand on est à l'association La Saint-Cyrienne. Moi, je l'ai jamais quitté, j'y suis très attaché, tu le comprends, comme vice-président. Et donc parfois, j'en rattrape. Et je leur dis, viens. Les gens qui ont quitté, ça leur parlait plus, ils ont eu des vies un petit peu heurtées pour X raisons. Pour eux, tout d'un coup, ils voulaient voir autre chose. Et beaucoup reviennent, finalement, à un certain moment. Et là aussi, c'est pas on va pas faire de mauvaises images, mais c'est un peu pas le retour de l'enfant prodigue, mais enfin, celui qui revient, qui a tout laissé tomber, etc., on lui dit, mais de toute façon, tu es toujours Saint-Cyrien. D'ailleurs, ça, c'est assez amusant. C'est que parfois, il y en a qui me disent, bah oui, tu sais, quand tu étais Saint-Cyrien, en fait, non. Moi, je suis toujours Saint-Cyrien. Tout Saint-Cyrien et Saint-Cyrien toute sa vie. Donc, c'est assez amusant. Souvent, je corrige. Je dis, non, c'est pas quand j'étais Saint-Cyrien. Je suis Saint-Cyrien, c'est soit quand j'étais en école, soit, voilà, mais je suis Saint-Cyrien. Et donc, à la Saint-Cyrienne, on lui dit, mais à mon avis, t'es chez toi. Si ça avenue Sully-Prud'homme, c'est là où il y a dans le 7e arrondissement à Paris, c'est là où il y a le siège de la Saint-Cyrienne. On dit à chaque Cyrard qu'on voit, je vais exprès le dire à chacun, s'il y en a qui me disaient, mais c'est où? Je dis, mais viens prendre un café avec nous, c'est chez toi, c'est au siège, voilà. Dans tous les souvenirs que tu as de cette école, donc tu as dit 3 ans, 3 ans c'est assez long, ça passe vite j'imagine, mais c'est aussi assez long, surtout avec la richesse du parcours, les stages, tout ça. C'est quoi les souvenirs les plus marquants que tu gardes en tête? C'est quoi les choses que tu aimerais partager avec nous? Alors j'ai essayé, j'ai un peu triché à la fois, comme je te l'avais dit, pour moi c'était important, enfin quand je dis des entretiens comme ça, pour moi c'est important de venir vierge de toute préparation, ce que j'ai fait. Mais j'ai essayé de me dire, parce que je me suis dit que tu allais me poser cette question, souvenir le plus marquant. Donc j'ai un peu réfléchi, parce que ma première réponse, c'est naturellement, et c'est vrai, j'ai tellement aimé ces 3 ans à Saint-Cyr, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Des copains super qui ont dit, mais heureusement que ça s'est arrêté parce que ça devait être trop long, etc. Moi, je me suis éclaté les 3 années, voilà. Mais je pense que finalement, avec du recul, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le premier jour. En fait, le premier jour, parce que là, tu y crois. Ça faisait, en plus, moi j'ai cubé, comme je te dis, bon, 80% de notre promotion était cube, hein, à notre époque, en lettres. En lettres. Pas 80% de la promotion, c'est 80% des littéraires étaient des cubes, parce que le concours était quand même assez évident, donc tu n'avais que 20% qui intégraient du premier coup. Et quand je suis arrivé, moi, ça faisait 3 ans que le lycée militaire, c'est extra. Tu y développes, ça c'est bon, je pourrais peut-être en dire un mot, mais le cœur de tout, de la camaraderie, c'est pour ça que ça compte énormément, les lycées militaires. Ça se nourrit, et ceux qui n'y ont pas été nous le disent toujours. On voit qu'il y a quelque chose qui est né chez vous avant. Donc heureusement qu'il y a tout ça qui nous porte, parce que 3 ans de prépa, enfin tous ceux qui sont passés en prépa et Pokencagne, enfin en tout cas pour nous, le savent. Donc en plus en lycée militaire, on ne sortait pas, on n'avait pas de vie on n'avait pas de vie à nous le soir, on ne sortait jamais. Bon bref. Donc sorti de ces 3 années, j'y ajoute le fait que quand on est en prépa littéraire, si on loupe à notre époque, on était interdit de présenter d'autres concours, faut le savoir.
donc on ne présentait que Saint-Cyr. Donc on a X copains qui sont partis et c'était très bien, ils faisaient de la carrière, mais qui sont partis à Saint-Mexan, qui se sont engagés dans des régiments para, un qui était parti au 2e rep, etc. Après parfois 3 années de prépa. Voilà, ça fait un peu, c'est bien, mais ça fait un peu un contre-choc. Au bout de 3 années, le type, il y en a plein qui ont dit, en fait, j'ai perdu mon temps, alors que, j'espère que ça les a nourris quand même, mais voilà. Donc, 3 années, en fait, on réussit ce concours, et quand on arrive bon, déjà, le temps qu'on réalise en patron, on passe un été, on se dit, ok, j'ai réussi, on le raconte à toute sa famille, on vient vous demander, vous racontez ça 20 fois par jour pendant l'été. Et quand même, s'il n'y a que quand vous mettez les pieds, enfin moi quand j'ai mis les pieds à Couette, que je connaissais pas avant, je savais pas ce que c'était que ce truc dans la langue bretonne, j'avais vu des photos, etc. Donc je me souviens de cette arrivée, je crois le 4 septembre, c'est ça, je crois c'était le 4 septembre 91, complètement perdu, avec des capitaines des voraces qui hurlent de partout, tu foutais là, machin, j'étais avec mon sac. Et quand j'ai vu mon nom sur la liste, voilà, je me suis dit, bon là mon gars, ça démarre, ça va être compliqué, mais j'ai compris que j'étais à Saint-Cyr. Donc en fait, je pense qu'il y a eu des tas de moments forts, mais celui-là, il était très fort. Ça y est, j'ai compris, j'étais sur une liste, j'étais enfin à Saint-Cyr, c'était derrière moi le préparé. Ouais, ça c'est vrai que ça m'a marqué. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a un moment quand tu as vu tes 2 fils passer par ces portes-là aussi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? La fierté. La fierté, évidemment. En fait, pour des garçons, on a de la fierté pour tout ce que font ces enfants. Moi, pour les 5, j'ai de la fierté de la façon dont ils avancent. Voilà, ma fille aînée qui a un super poste à Fnac Darty, et puis les 3 autres qui sont qui ont une carrière d'officier, et puis ma dernière des 17 ans qui est avec nous, voilà, et qui est rayonnante avec nous. Donc pour moi, c'est important à chaque fois d'avoir un regard sur ces enfants, mais les 2 garçons, c'est la première chose, c'est que je ne voulais surtout pas, alors on a beau se dire on le combat, je ne voulais surtout pas qu'il rentre dans cette carrière militaire pour faire comme papa, parce que c'est quand même une voie à part. Qu'on le veuille ou non, c'est une voie à part. Et moi, ce que j'aurais pas voulu, on verra, hein, mais j'ai l'impression que on prend pas le chemin, mais que tout d'un coup ils se disent dans quelques années, finalement, pourquoi j'ai choisi ça, c'est nul, ou le pire de tout, c'est si j'entendais en fait, tu m'as embarqué dedans, mais c'était pas fait pour moi. Ça c'est vrai parce que je l'ai vu ailleurs, et ça c'est très dur parce que on est embarqué sur une voie, parfois on se le dit, on a une petite musique intérieure qui dit c'est pas fait pour toi, mais parfois il y a qu'au bout de 10 ans qu'on quitte, et pas que ça peut détruire des vies, mais on peut se dire bah ouais, en fait c'était vraiment pas fait pour toi. Là, donc j'ai fait en sorte il voyait ce que je faisais, mais celui qui est à Saint-Cyr m'a vu, enfin il m'a quand même bien vu, mais il était quand même petit quand j'ai basculé, mais il m'a quand même bien vu. Celui qui était à l'EMIA a eu le temps de me voir à des cérémonies, me voir partir en opération, revenir, etc. Celui qui est à Saint-Cyr, il est né, j'étais à Brive, je suis parti, il est né en fin d'après-midi, le lendemain matin à 5h, j'embarquais dans l'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Donc je veux dire, sa naissance, il a été marqué du sceau de l'armée. Mais ce qui est important, c'est moi, ils m'ont donné l'impression, ils me donnent toujours l'impression d'être comme des poissons dans l'eau. Et sans que je leur ai bourré la tête en leur disant faites absolument ça, il y a que ce métier. Moi, c'est pas du tout le discours que j'ai voulu tenir, parce que ça aurait été trop dur pour moi qu'ils choisissent quelque chose qui les attire pas.
Je pense que ils sont évidemment encore une fois construits tout seuls. Ceux qui disent ah bah ça a strictement rien à voir. Moi je suis ancien officier ou je suis officier, ça a strictement rien à voir que mes enfants fassent ces écoles. Bien sûr que si, ça a à voir parce que ils regardent les bouquins, ils regardent des bonnes photos, ils savent que le papa était machin. Les amis du papa sont eux-mêmes officiers, donc bien entendu ils évoluent dans un milieu qui les porte, mais ce que je trouve très bien aussi, qui peut très bien les faire réfléchir pour les dégoûter, pour dire oula, je veux surtout pas. Oui, c'est aussi souvent ce qui arrive aussi. Il y a Voilà, beaucoup de exactement, jeunes qui font leur crise de l'adolescence ou qui mais vont justement être à contre-courant. exactement. Euh, Petite anecdote, ma femme me disait que je devais avoir 16 ans, elle avait dit à ses cousines, moi. Surtout parce que elle avait des oncles officiers, son père ne l'était pas, mais elle avait des oncles officiers, des cousins, etc. Elle disait, bah, en tout cas, moi, je ne veux surtout pas me marier à un officier parce que vous voyez qu'il y avait des départs partout. Bon, pas de bol. Mais donc et puis, il peut y avoir des repoussoirs un petit peu. Et donc, eux, bah, je pense que il y a le milieu dans lequel ils ont évolué. Il y a le scoutisme. Je dis parce que effectivement, bah on va se dire tiens, ça fait un peu caricature. Bah, je ne sais pas si ça fait caricature. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le scoutisme est une école de formation, de maturité pour un adolescent et en particulier pour un garçon, mais qui est incroyable. Et peut-être que certains sont un peu gênés de le dire, mais en tout cas, ils devraient un peu plus le mettre en avant. Beaucoup d'officiers aujourd'hui euh, ont été scouts et se sont développés sur l'approche de la nature, sur la débrouillardise. Enfin, moi j'ai vu mes deux garçons évoluer avec le scoutisme et s'il y a une forme de continuité. Donc, encore une fois, j'aime bien dire ça quand même, parce que souvent, on se dit, oulala, mais chassons les caricatures, etc. Moi, je ne sais pas ce qu'est une caricature. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui sont saines dans la formation d'un jeune homme, d'un futur officier. Alors, évidemment, là, je te parle que de garçons, mais parce que moi, je te parle de mes deux garçons qui étaient. La preuve, c'est que je pourrais très bien parler de ma fille, mais elle n'est pas à Couette. Elle est à l'Académie militaire de gendarmerie nationale, et elle fait tout autant ma fierté dans le champ, je le redis, de ceux qui deviennent officiers. Et elle a eu cette envie aussi. Mais mes deux garçons, bah voilà, c'est le scoutisme. Et puis bah je pense qu'ils ont été de bons élèves officiers, maintenant de bons officiers. L'un est au lieutenant au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et puis on verra bien ce que choisira mon fils qui est Saint-Cyrien. Mais voilà, ils sont développés et en tout cas ils sont épanouis, ce qui est bien. C'est vrai que c'est toujours amusant de voir à quel point la reproduction sociale est niée par beaucoup de gens. Quand tu analyses un peu le truc, quand tu étudies Bourdieu, tu as envie de dire que c'est du bon sens presque ce qui est écrit. En fait, il y a encore des gens qui vont dire oui, mais non, mais bah si, en fait, quand tu as des bouquins chez toi, quand tu as des parents qui ont fait des études, forcément, tu as plus de chances de faire des études toi aussi. Bien sûr. Sauf si tu fais un rejet volontaire, ça arrive, Oui. mais bon. Oui, mais le fait, en fait, le fait de dire bah il y a pas d'entre-deux ou en fait finalement c'est gênant d'avouer que finalement il y a une approche un petit peu sociologique et familiale qui va planter des jalons pour c'est pas en plus c'est pas pour guider parce que je le dis et puis bon, je le dirais pas, c'est réel quand je dis que je n'ai surtout rien fait en pensant, pour dire à mes enfants, je sais pas, réunir le soir au coin du feu, pensez-y, faut absolument que vous soyez. Non, je voulais pas que je sois ça. Mais voilà, ils évoluaient dans le milieu. Moi, j'observais un peu de côté. Quand je les ai vus, en fait, mon fils qui a fait le MIA était en lycée militaire en seconde. Je sentais qu'il aurait envie d'être milier. Il pensait à Saint-Cyr. Il a pensé plutôt que moi. C'est un peu normal parce qu'il avait vu son père, voilà, et que ça semblait lui plaire. Bon, quand il a redoublé sa seconde, en fait, je l'ai pris entre quatre yeux et il a eu une super réaction. Parce que je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Quand j'étais en seconde, j'étais en premier de classe, je pensais pas du tout à Saint-Cyr, mais bon, porte s'ouvrait sur des choses un peu plus larges.
Je lui ai dit, je te le dis clairement, là, ça va être compliqué. Tu me parles de Saint-Cyr, tu viens de redoubler ta seconde, alors qu'il y en a d'autres qui ont redoublé, dans des officiers très généraux. Mais je lui ai dit, non, pour l'instant, tu l'oublies. On verra bien en terminale si tu redéploies tes ailes, mais en tout cas, là, ça ne le fait pas. Mais est-ce que, et c'est ça que je voulais entendre, je dis voilà, est-ce que tu me dis Saint-Cyr parce que tu vois des plumes de casoar, tu as ouvert des bouquins, ou est-ce que tu as vraiment envie d'être militaire? Et en fait, il était très sincère, ce qui n'est pas évident d'entendre ça quand on est en seconde, parce qu'en fait, on te met face à ton échec. Moi, je me suis dit, il a eu du cran. Et en fait, il m'a dit, bah si, j'aimerais bien, je veux être militaire, et s'il le faut, je serai sous-officier. Et c'est ça, en fait, que je voulais entendre. Et là, je me suis dit, entre guillemets, il est sauvé. Il est sauvé. Il aurait fait autre chose s'il n'avait pas voulu faire ça. Mais quelque part, c'est qu'il avait vraiment envie. Et donc, d'ailleurs, il a fait Saint-Mexan. Et puis, voilà, de Saint-Mexan, il était sergent au premier IMA. Et puis après, le MIR, voilà. Donc, c'est juste pour dire que quand il y a une envie, mais l'envie, il faut, c'est pas pour donner des leçons à, à d'autres parents, mais voilà, faut les laisser s'exprimer et mais encore une fois, même si c'est de belles carrières, moi je ne peux que dire que j'ai eu un plaisir fou à être. Je pense qu'il n'y a pas que de la chance, hein, on construit un peu ça, mais à être officier. Et c'est pour ça que je me sens toujours très bien au ministère des Armées, parce que c'est une très belle communauté globalement. Mais il faut laisser se faire les vocations. Et ils auraient été en école de commerce ou ingénieur, j'aurais été le plus heureux des hommes. S'ils avaient été designer, s'ils avaient été dans la mode, j'aurais été ravi aussi. Même journaliste? Ah, journaliste. Ah bah, j'aurais été. Moi, je l'ai envisagé comme reconversion, Ah oui. bien sûr. Moi, journaliste, en fait, bah, tu sais, en étant littéraire, quand j'ai envisagé de me reconvertir, donc j'avais 36-37 ans. Je commençais à regarder, et ma première réaction, bon, un peu comme ça, en me disant, je veux retourner à des envies premières. Et mon envie première, c'était, comme j'avais toujours aimé écrire, c'était d'être journaliste. Mais journaliste, donc là, on est en 2000, tu vois, 2007-2008. Et c'était d'être journaliste, écrire des articles, tu vois. Mais c'était là le début des médias un peu numériques, etc. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que comme j'étais aide de camp du ministre, je côtoyais beaucoup de journalistes. Et ça me fascinait. Ça me fascinait. Et donc, très vite, c'est pour ça que, en fait, après, j'en ai côtoyé pas mal, sont devenus des amis. J'allais souvent les voir quand on était dans les... le ministre, si je dis ça, il va dire il foutait rien et il allait voir les journalistes. Mais en fait, c'est quand on était dans les déplacements et qu'ils étaient embarqués dans l'avion, bon, bah, je discutais avec eux et c'était hyper intéressant, avec des journalistes de poids qui se déplaçaient avec le ministre. Je sondais. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, et là j'ai commencé à réfléchir, qui m'ont dit, bon, c'est bien d'avoir une passion, félicitations, mais le fait d'arriver un peu tard, bon, il va falloir piger un moment avant de commencer à se faire un nom, le cas échéant, etc. Et puis, la presse papier se resserre. Et il me disait, mais vous voulez pas un petit peu obliquer vers, enfin réfléchir en tout cas, télé, radio, médias numériques, etc. Et moi, alors c'était horrible. Je dis non, moi je veux écrire des articles qui sortent dans le Figaro, etc. Bon, donc tout ça je l'ai un peu étudié, mais c'est juste pour répondre à l'option journaliste. Moi, ça a été mon rêve pendant un moment. Et puis j'ai dit bon allez, ça n'a pas d'avenir. Bah, je veux te dire, il faut pas te sortir de Saint-Cyr pour être journaliste. Ça. Bon. Ça amène vers une autre question. C'est intéressant ce que tu dis sur ton fils. Parce qu'au final, est-ce que tu penses que n'importe qui, en fait, concrètement, peut faire Saint-Cyr et par extension peut devenir officier? Tu vois, tu disais que la promo, elle se tire. On le retrouve aussi dans les classes d'un jeune engagé volontaire. Hein, on va toujours essayer de faire tirer les plus faibles vers le haut. La marche militaire, c'est le concept. Tu vas tu vas au rythme de celui qui va le moins vite. Il n'y a pas ce côté individu. Mais est-ce que tu penses, au-delà du concours, au-delà des capacités intellectuelles, etc., est-ce que fondamentalement, tout le monde peut devenir officier? Alors, je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde,
peux devenir officier. Comme tu le dis, hein, je pense que les concours qui sont en place, les sélections sont suffisamment bien faites, équilibrées entre l'académique, le physique, voilà, l'académique et le physique. Ça a été suffisamment bien équilibré et ciselé. En revanche, là où je mets plus un bémol, mais c'est en train, je pense, d'être bien pris en compte, et ça n'était pas tellement à notre époque, c'est tout le monde n'est pas apte à commander des hommes. Et ça, c'est important. Des hommes ou des femmes, enfin, tu comprends, c'est-à-dire commander des personnes. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'être officier, c'est une capacité alors à certains échelons, mais à diriger, d'accord, mais à avoir une capacité rédactionnelle, de force de proposition, dans un état-major, de conception s'il le faut, voilà, à différents échelons. Pour le commandement de personnes en unité opérationnelle, tout le monde n'est pas apte. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est prioritaire, en particulier dans une école comme Saint-Cyr, mais c'est pas si évident à jauger d'emblée. D'où le fait que d'avoir 3 ans dans une école comme à Saint-Cyr, c'est primordial. Le jour où on dira, bah tiens, je sais pas, pour des questions de budget, ou je sais pas quoi, on va ramasser ça à 2 ans, et ce sera une ânerie. À mon sens, ce sera une ânerie, parce que les jeunes qu'on voit entrer à Saint-Cyr, c'est vrai que certains ont fait un peu de réserve avant. Ça se voit de plus en plus. Ça se voyait pas à notre époque. Mais bon, ça fait pas tout. C'est une première couche. Mais on prend un jeune à Saint-Cyr, il n'est pas débourré. Je ne suis pas cavalier, mais voilà, on le prend et on le débourre pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, tu as des jalons. C'est très très bien fait, la scolarité à Saint-Cyr. Elle est extrêmement riche, extrêmement riche. Et en fait, tout est abordé par tous les côtés. Et au bout des 3 années, je peux te dire que le 360 sur la personne, c'est bien fait. Et la personne se connaît parfaitement. C'est très drôle d'ailleurs, parce que au lycée militaire, tu vois des tas de, comme je te disais, de fanatures. Alors c'est assez drôle, parce que nous on mettait ça devant nos portes de chambre. Il y avait des petits étiquetages, et puis on avait le mec, il avait un haut de cavalerie, on savait qu'il était fan de cavalerie. Bon, tout ça nous permet de nous sortir un petit peu de nos devoirs, de nos cours et de nos machins. Donc, toi t'es fan, chasseur alpin, légion, machin, bon, voilà. Et puis, déjà au bout d'1 an, tu reprendrais les mêmes trucs. En fait, c'est plus les mêmes, parce que à notre époque, alors c'est un peu évolué les stages, mais je te parle de notre époque. Première année, elle était que militaire. C'était que ça. Je trouvais que c'était pas mal fait, donc on rentrait et un tunnel que mili, dont un passage de 4 mois en régiment comme aspirant, comme chef de section à l'instruction, très très formateur. Donc pas un cours, pas un module académique, que du mili de fin août jusqu'à fin juillet, et ça se terminait juin-juillet par le stage, juillet d'ailleurs, il est assez chaud, par le stage moniteur commando au SNEC, un stage très très intelligent. Et là, tu sortais, avant de partir en vacances, donc déjà il y avait le classement qui sortait, fin de première année, avec un bon coef pris sur le stage militaire commando. Et ça te mettait déjà d'équerre sur tes capacités physiques, tes capacités qui avaient été évaluées en régiment, à commander des gens, tes capacités militaires. Et en fait, c'était bien, parce que c'est très sain. Les gens commençaient à se repositionner. Ok, le mec est resté fan d'infanterie, il savait pourquoi il restait fan d'infanterie. J'en ai un peu bavé, mais je pense que je suis à la hauteur. Ah moi, plutôt tel truc, bon bref. Et sur ces 3 années, eh bien, à la fin, au moment où tu choisis ton arme, c'est pour ça que cette école est particulièrement bien faite. Et je crois qu'entre autres, Marie-Noëlle Thiot le dit bien à un moment quand elle décrit dans un podcast précédent les échelons qui sont franchis. C'est que ça permet
de se connaître, de se jauger, et quand on choisit, bon, on a le classement final. D'accord, celui qui est dans les 10 derniers, il a moins le choix, mais tout le monde s'est à peu près positionné. Et c'est assez drôle de voir dans ceux qui ont le choix presque de tout, dans les 50 premiers, en tout cas dans les 30 premiers, il y a le choix de tout. Et ben, on voit des choix différents dû à la façon dont on s'approche, dont on se connaît. Et donc, pour reboucler avec ce que je disais, à notre époque, et pour moi c'est un reproche que je fais, à ce que je pense, non pas un reproche en disant tout le monde est parti, c'est pas bien, alors, et les gens sont tous contents et partis. Non, je pense qu'il y a des gens à qui on aurait dû dire c'est pas grave, tu seras un bon officier, mais tu n'es pas fait pour commander dans une unité opérationnelle. Ça aurait évité que certains soient fracturés dans leur carrière, fassent un pas de côté, soient acculés à dire je quitte parce que c'est pas possible. Voilà. Ça, je pense que c'est une faute du commandement. Du commandement. Une faute du système qui était en place. Et aujourd'hui, on a énormément progressé là-dessus. Et en particulier, je crois qu'il y a une vraie bascule qui a été faite avec le général de Courrèges, qui a transformé la scolarité, et même au-delà de la transformation de la scolarité qui est en cours là, parce que c'est en train de s'implémenter, mais c'est des positions qu'il a prises assez fermes sur certains à qui il a dit, et c'est pris dès la fin de deuxième année, je crois, aujourd'hui, eh bien, on vous revoit. Ça ne concerne que 4-5 personnes. Je pense qu'on n'ose pas trop aller un peu plus loin. Puis souvent, il faut que ce soit une démarche volontaire. En gros, c'est des démarches volontaires un peu poussées. Est-ce que tu penses que tu te sens vraiment capable de commander des gens et c'est leur rendre service? Et donc, on leur offre un débattement en disant, bien sûr, tu seras un très bon officier, très bon officier sincère, il n'y a pas de souci. Mais tu vas être malheureux. En fait dans le commandement et puis surtout tu as de la responsabilité de personne, donc au-delà du fait que tu vas peut-être les rendre malheureux, tu as une responsabilité, si tu les emmènes au combat et que tu sais pas les commander, on va être très clair, hein. C'est quand même ça le sujet, quoi. C'est ça le sujet. Donc on te met sur une voie de spécialiste de tel et tel domaine, tu es très intelligent, tu as une super formation académique, tu as réussi un concours difficile, bon bah tu vas en état-major, tu vas à Ballard, tu vas à la DGSE, tu vas, etc. Et là tu seras en capacité. Donc ça existe aujourd'hui. Et ça aurait dû être mis en place plus tôt. Donc voilà, c'est pour ça que je te décorrèle. Tout le monde peut être officier, tout le monde peut commander. Je pense que c'est extrêmement important. Et pour terminer, en fait, je pense, c'est très prétentieux de dire ça parce que ça se trouve, ça vient pas du tout de là, mais ça me fait un petit peu penser au traumatisme qu'il y a eu, qui a un peu perduré, traumatisme post-guerre de 70, donc ça remonte un petit peu, où il y avait une réflexion assez profonde qui avait montré qu'en fait, le système qui était en place, où en fait, en sortie de Saint-Cyr jusqu'à la guerre de 70, finalement, on avait une voie commandement et une voie état-major. Et en fait, il y en avait beaucoup, même des premiers de promo qu'on envoyait par palanquet dans les voies état-major et qui déroulaient des carrières dans des états-majors sans quasiment mettre les pieds dans des unités. Et voilà, il a été un petit peu analysé, le fait, faudrait que je lise un peu plus dessus, mais en tout cas, c'est toujours ce qu'on avait un peu appris, qui avait participé à des échecs cuisants, parce que finalement, ils ne savaient pas ce qui se passait en unité. Et on avait dit, après la guerre 110, maintenant, ça suffit. Tout officier déroule une carrière en unité, fait des passages à l'état-major, mais c'est tout le monde en sortie de Saint-Cyr en unité. Et moi, c'est pas pour, par petit snobisme, pour dire, si, peut-être qu'on pourrait revenir sur ce système, mais je pense qu'il est bon de se poser la question, ce n'est pas possible, mais même ça se comprend, quelqu'un de l'extérieur comprendrait. C'est pas parce qu'on rentre, faut pas oublier que le concours de Saint-Cyr est un concours académique, avec un niveau de sport très élevé, ça c'est une réalité, c'est très bien, qui sélectionne quand même, heureusement, mais comment tu évalues quand un jeune de 18 ans présente le concours de Saint-Cyr, comment tu évalues s'il est capable de commander? Donc, il n'y a pas, et c'est pas rien. Donc, l'évaluation doit se faire pendant Saint-Cyr,
Et nous, on estimait que tu rentrais à Saint-Cyr, donc tu étais officier, bon ça d'accord, on a bien compris, statutairement, ça c'est fastoche, clac, et puis forcément tu vas avoir une section au bout. Et non, j'ai dit, bien sûr que non. Il faut qu'on voit si tu es capable de commander. Il faut pas avoir peur de dire aux gens, et c'est ça le problème un peu d'un système en place. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu en rentres 154 à l'entrée, à la sortie, c'est des flux, hein, c'est de la RH. Bon, il y en a 154 parce qu'ils se libèrent, et les gars, faut les caser. Non. La matière humaine, c'est pas juste du flux RH, quoi. Sur les 154, il y en a peut-être 5-6 dont tu vas t'apercevoir, et ça, c'est le commandement non, ils ne pourront pas partir sur un théâtre d'opération avec 30 bonhommes derrière. Ils ne sauront pas les commander. Oui, ça se voit un peu dans les régiments où il y a même cette petite blague aussi qui tourne souvent chez les militaires du rang ou les sous-officiers quand ils parlent de lieutenant tout neuf qui débarquent en régiment, il y a ce côté un peu... parfois, c'est assez marrant même de voir le chef de section qui a quasiment le même âge que ces militaires du rang qui arrivent, voire parfois qui est même plus jeune qu'eux, si le mec s'est engagé sur le tard. Donc c'est assez intéressant. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire, pour terminer, quel est le conseil peut-être le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu étais jeune officier pour apprendre à commander, pour apprendre à prendre ses responsabilités, à te projeter aussi un peu là-dedans et que tu as peut-être redonné à tes fils, que tu aimerais partager ici? Alors, deux choses. Il y a un officier qui m'a beaucoup marqué. Ça a duré 1 an. Ça a été très court. C'était quelqu'un de très, très charismatique. C'était le capitaine Langlais à l'époque. Donc, quand j'étais au premier régiment d'infanterie, où j'ai passé 3 années extraordinaires, donc 2 années à la compagnie légère d'enseignement comme chef d'équipe de recherche humaine, et après comme chef de section à Mayotte, et puis sur une projection pour une en prévision d'une évacuation de ressortissants vers les Comores, comme chef de section, et en retour comme officier adjoint de la compagnie en question. Et donc, qui était commandé par le capitaine Langlais. Il arrivait du 2e rep. C'est assez drôle, c'est des petits sujets, mais parce que il y était retourné après, et je sais de réputation que c'était quelqu'un qui, au rep, déjà forçait l'admiration. On se met à forcer l'admiration au rep, parce qu'on est déjà à un gros niveau, et qui vivait pas forcément très bien, et ça pouvait se comprendre d'être osmosé, c'est comme ça que disent les paras, au premier régiment d'infanterie, qui sincèrement, on va regarder un petit peu de littérature, mais qui était régiment de combat aéromobile de l'époque, qui n'avait rien à envier à de très très belles unités, qui étaient vraiment une très belle unité. Mais pour lui, c'était pas facile à avaler. Et pendant 1 an, et pourtant j'étais officier adjoint, il m'a appris, c'était pas forcément évident, parce que comme au rep, évidemment j'étais son adjoint, mais il me voyait, je le saluais à 6 pas tous les matins. On était dans un petit bureau à deux, un micro-bureau, lui était dans un truc de 200 mètres carrés, c'était assez drôle. Et en fait, il avait une culture tactique, une connaissance du terrain, et donc il m'a appris. J'observais. Tous les jours, je me nourrissais donc c'est pour ça que je veux pas te sortir quelque chose en particulier, mais je me suis nourri tous les jours de la façon dont il entraînait les sections. Il formait les chefs de section. Il faisait des topos aux chefs de groupe. Lui, capitaine, il prenait les chefs de groupe de la compagnie et il leur faisait des topos. Comment progresser pour un chef de groupe, comment le chef de section, comment il donne ses ordres, etc. Il disait, c'est moi qui fais ça, tac, tac, tac. Donc ça m'a marqué, parce que j'ai vu le rôle d'un commandant d'unité. Donc ça, j'ai essayé de le reproduire, sûrement très mal, mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Et alors, ce qui est très bien tombé, parce que c'est pas du tout ce que j'envisageais, de revenir comme cadre à Couette-Quidran. J'étais un peu furax quand le chef de corps me l'a proposé, mais il m'a dit, alors il était lui-même furax que je sois furax, parce qu'il m'a dit, mais c'est un honneur de repartir comme... J'ai dit, mais moi je veux rester en régiment. Il dit, maintenant vous discutez plus. Et en fait, quand j'étais cadre, quand j'étais vorace à Couette, là aussi, parce que mon boulot était d'instruire,
Alors, ça passe par des fiches d'instruction, ça passe par des recos terrain, etc. Et donc, je me suis nourri de ce que j'avais connu de ma dernière année de lieutenant, avec ce capitaine incroyable, qui faisait qui bousculait vraiment tout le monde par tout ce qu'il enseignait, toute la force tactique qu'il avait, et puis à chaque fois une originalité folle, une créativité, ce qui nous a parfois amené à faire des choses un peu limites, mais c'était incroyable, des exercices que plus jamais j'ai pu refaire. J'ai eu ça mes 2 années comme instructeur, et donc quand je suis arrivé, alors les chefs de section, ils étaient un peu furax, ils allaient sur le terrain, je pense qu'ils faisaient ça très bien avant, mais un petit peu à la one again. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit non, ça va être bordé. Moi, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc, je suis rentré là. Et donc, c'est juste sur un champ, mais c'est important. Voilà, si j'ai appris quelque chose, c'était sur un champ pédagogique. Et j'ai énormément accordé d'importance, peut-être à l'excès, je sais pas, mais au champ pédagogique pour ce qu'on appelle les N-A dans le tissu économique, mais donc les chefs de section pour un commandant d'unité, de leur dire à vos sergents, c'est pas juste on fait comme ça, ils se débrouillent, c'est vous leur apprenez de manière régulière, tout doit être jalonné, etc. Voilà. Le champ pédagogique, pour moi, avait pris une importance folle. Et puis, petite anecdote, mais il y a toujours des choses qui marquent un peu, j'y repensais aujourd'hui. J'ai côtoyé, nous étions dans le même bataillon quand j'étais à Couette comme Voras avec à l'époque le chef de bataillon Lecointre, donc qui allait passer lieutenant-colonel, mais c'était assez marrant. Moi j'étais tout jeune capitaine, et lui allait passer lieutenant-colonel, mais était encore chef de bataillon. Donc c'était assez marrant parce qu'on avait un galon d'écart à l'époque, et une stature comme ça, mais qu'il avait déjà, qui était connu déjà quand il était là à Couette. C'est assez amusant. Une forme de charisme qu'il a toujours gardé. Et que j'ai recroisé, que j'ai retrouvé. On s'est retrouvé un an aussi au cabinet du ministre, quand lui était chef de la cellule terre et moi j'étais aide de camp. Et il y a des phrases un peu marquantes qui prononçait, mais il y en a une qui nous a toujours marqué et qui est très vraie. C'est dans le savoir-être, c'est très important pour les officiers. Mais ça, je pense que, évidemment, savoir-faire, et je sais pas s'il est prioritaire, mais je pense quand même, il passe devant. Mais tu mets après une pincée de savoir-vivre et surtout beaucoup de savoir-être, surtout aujourd'hui où ces choses se perdent. Donc, souvent, je rappelle souvent à certains jeunes officiers, ça, attention, parce que ça peut se dégrader très vite, et ça, c'est observé. C'est observé des militaires du rang, c'est observé des sous-officiers, donc le savoir-être, je pense qu'il doit être encore plus chiadé qu'à notre époque où il était peut-être un peu plus naturel. Et le Cointre, quand il sentait qu'il y en avait qui commençaient à discuter, et puis surtout que ça commençait un petit peu à le bassiner, qui était moyennement d'accord, et qui trouvait que la personne déviait un petit peu en savoir-être, il lui disait, écoutez, ça se commençait souvent par mon jeune ami, écoutez mon jeune ami, sachez vous situer. Et en fait, cette phrase, elle m'a beaucoup marqué et elle est restée, parce qu'au-delà du fait qu'elle est assez cassante, elle permettait de dire aussi, voilà, il y a des moments où on échange, on apprend, etc. Mais ce qui compte quand même dans l'armée, ce qui forge un petit peu, et à Saint-Cyr, on l'apprend avec les anciens, avec les traditions. Donc en fait, tout ça, ça rejoint, si tu veux, notre école, c'est de pouvoir dire, eh ben oui, on doit savoir se situer en permanence. Ça sent toute la vie et partout d'ailleurs, hein, dans la société. Tout ça, cette phrase, je l'ai gardée parce que ça s'applique à tout. Et en particulier, quand on est dans l'armée, et en particulier entre officiers, ok, on s'entend bien, à un moment, on boit une bière, etc. Mais à un moment, il faut comprendre qu'il faut savoir se situer. Et le sachez vous situer, ça m'a marqué, et je m'en suis servi plus d'une fois, et c'est assez efficace. Excellent, c'est un très bon conseil. Pour terminer, j'ai posé la question à tous tes camarades de promo, est-ce qu'il y a une lecture en particulier qui t'a aidé, que tu as apprécié, que tu aimerais partager? Alors, là aussi, pas préparé, comme et je veux pas, parce que je veux que ça me vienne naturellement.
Bon, je ne lis plus autant que je lisais quand j'étais adolescent, ce qui est grave parce que l'adolescence commence à être loin, mais je lis encore quand même pas mal. Si je reviens sur une lecture, voilà, qui m'a marqué, qui a strictement rien à voir. Bon, ça a rien à voir avec Saint-Cyr. Mais ça a peut-être à voir avec, parce que j'aime bien ça, avec la gratuité, le fait le laisser aller, le fait d'être, en fait, la liberté d'être, de se donner du temps. J'ai un livre que j'ai beaucoup apprécié. Bon, j'aime énormément Honoré de Balzac et j'ai toujours eu Les Illusions perdues. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a vraiment marqué ce livre. Ça a vraiment marqué mon adolescence. Donc, il faudrait que je relise, savoir pourquoi ça me revient. Mais donc voilà, je dirais à un jeune officier, ce que je lui dirais, c'est prends le temps de lire des livres qu'on va qualifier d'inutiles. En fait, j'aime bien l'inutilité d'un livre. Lire utile me dérange presque un peu. Enfin, me dérange presque. Pas que ça me dérange, mais c'est que voilà, c'est complètement différent. J'aime avoir une pile de livres où je me dis ça n'a a priori aucun intérêt pour mon boulot. Je ne vais pas en tirer de profit en me disant tiens, je prends des notes, etc. C'est lire pour le plaisir. Donc voilà, si j'ai un livre à recommander, c'est Les Illusions perdues qui m'ont énormément plu. Ouais, je te conseille l'adaptation en film qui parle. Je l'ai pas vu en plus. Ouais. Qui est excellent. Merci Camille pour cet échange, pour ce deuxième passage dans le podcast, parce que tu étais déjà passé aussi, et on mettra le lien en description pour les gens qui veulent en savoir encore plus sur toi et sur ta partie, sur la partie de ta vie un peu administrative, enfin dans l'administration, dont on parle un peu plus dans ce podcast. Donc merci beaucoup. Merci à toi Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.